Drapati ouvre les portes de l'OTAN. L'Alliance revient en Ukraine après 8 ans. Ils ont convenu de l'impossible. Et à Moscou, la panique commence déjà. L'Ukraine resserre l'étau militaire autour de la Russie. Mais ce n'est que le début. Aux États-Unis, un nouveau scandale éclate à cause de la Russie. Le Congrès pourrait contrecarrer le jeu de Trump avec le Kremlin et forcer Washington à serrer la vis à Moscou. C'est un cauchemar politique pour Poutine. Pendant ce temps, même la propagande russe commence à dire ce que le Kremlin préférerait cacher. Un expert russe fait un aveu choquant. Les missiles balistiques vont pleuvoir sur Moscou par paquets. Poutine a explosé de colère. Que se passe-t-il vraiment? Tous les détails explosifs, tout de suite. Bonjour. C'est Ukraine aujourd'hui. Je suis Maria Farafonova et voici les dernières actualités. Drapati mène l'OTAN en Ukraine. L'Alliance prépare un retour attendu depuis 8 ans. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes s'est entretenu pour la première fois avec le nouveau chef du comité militaire de l'OTAN et immédiatement après a annoncé la visite de l'organe militaire dirigeant de l'Alliance en Ukraine. La dernière fois que le comité militaire de l'OTAN s'est rendu en Ukraine, c'était il y a 8 ans. Et maintenant, selon Drapati, la visite est attendue dès le mois d'octobre. En d'autres termes, alors que la Russie tente d'intimider l'Occident, le commandant en chef ukrainien ouvre en fait les portes du sol ukrainien aux plus hauts responsables militaires de l'Alliance. De plus, la conversation était loin d'être cérémonielle. Drapati et Dragon ont discuté de ce qui définit aujourd'hui les règles de la guerre moderne, la défense aérienne, les frappes à longue portée, la tactique d'infanterie et la robotisation du front. En d'autres termes, l'expérience ukrainienne est désormais si importante pour l'OTAN qu'il ne suffit plus de l'écouter à Bruxelles, ils sont prêts à l'étudier directement en Ukraine. Drapati a souligné sans détour, l'Ukraine ne se contente pas de recevoir le soutien de ses alliés. Elle transmet elle-même à l'OTAN une expérience de combat que personne d'autre ne possède aujourd'hui. Et c'est sans doute le message le plus fort de cette rencontre. Alors que la Russie tente de ramener le monde dans le passé, l'Ukraine, avec l'OTAN, teste en réalité l'armée du futur en ce moment même et directement sur le champ de bataille. Pendant ce temps, l'Europe produit des armes pour l'Ukraine juste sous le nez de la Russie. Alors que le Kremlin rêve de détruire le potentiel de défense ukrainien, les alliés font un mouvement auquel ils ne s'attendaient certainement pas. L'industrie de défense ukrainienne s'étend au-delà des frontières du pays et ses partenaires lui ouvrent des portes là où Moscou ne pourra plus simplement appuyer sur un bouton pour tout détruire. Le Danemark, la Lituanie et l'Allemagne lancent un processus qui pourrait radicalement changer la donne. Que reçoit exactement l'Ukraine de la part de ses alliés? C'est ce que nous allons voir dans ce reportage. Le Danemark se donne à fond pour l'Ukraine. Alors que certains pays européens parlent de la nécessité d'accroître leur propre production de défense, le Danemark offre déjà à l'Ukraine le territoire, les fonds et les opportunités nécessaires pour fabriquer des armes. Et il ne s'agit pas simplement de fournir des missiles ou des munitions prêts à l'emploi. Le complexe de défense ukrainien commence littéralement à être transféré sur le territoire de l'OTAN. L'un des exemples les plus frappants est Firepoint, qui construit des usines de production de propergol solides pour missiles au Danemark. Il s'agira de la première production chimique de défense ukrainienne sur le territoire de l'OTAN. Lors du salon Dalo Industry Days, les représentants de l'entreprise ont confirmé l'usine est déjà en phase de construction et toutes les autorisations nécessaires au lancement ont été obtenues. L'ampleur est incroyable. L'entreprise prévoit de créer une unité de production d'une capacité immense, d'abord pour les besoins propres de Firepoint, puis ultérieurement pour approvisionner d'autres fabricants du secteur de la défense. Initialement, le projet était évalué à 50 millions d'euros, mais son coût a désormais dépassé les 150 millions. La raison d'une telle décision est on ne peut plus pragmatique. Chez Firepoint, on le dit clairement, l'Europe dépend de manière critique de fournisseurs extérieurs pour ses capacités de défense clés, notamment des États-Unis, de la Chine et d'autres pays qui peuvent changer de position politique à tout moment. C'est pourquoi le Danemark contribue en réalité à créer une nouvelle capacité de défense européenne, en collaboration avec l'Ukraine. La cofondatrice de l'entreprise, Irina Terek, a souligné qu'à l'époque, le Danemark avait eu le courage de prendre une décision très peu conventionnelle. Désormais, cette décision se concrétise par une usine bien réelle sur le territoire d'un pays de l'OTAN. Et ce n'est que le début. Actuellement, la structure danoise de Firepoint compte environ 15 employés permanents. Environ une centaine d'autres personnes sont impliquées par le biais de partenaires, de sous-traitants et de consultants. Après le lancement de la production, l'entreprise prévoit de créer plusieurs centaines d'emplois et environ une centaine de postes pour l'équipe d'ingénierie et administrative. En d'autres termes, le Danemark aide concrètement l'Ukraine à bâtir une industrie de défense directement au sein de l'OTAN. Et c'est un tout autre niveau de soutien.
Il ne s'agit pas simplement de transférer des armes depuis les stocks vers l'Ukraine, mais de l'aider à créer ses propres armes, à intensifier sa production et à intégrer le secteur de la défense ukrainien dans le système de sécurité européen. La Lituanie ouvre également ses portes à la production ukrainienne, et cette fois, il s'agit d'une véritable usine de munitions. L'entreprise ukrainienne DEMS a signé un accord d'investissement avec les autorités lituaniennes pour la construction d'une nouvelle usine dans le district de Prienai. La construction devrait débuter dès l'automne 2026 et la production devrait être lancée fin 2027. De plus, l'entreprise fonctionnera simultanément sur 2 sites. Une partie de la production restera à Alytus et la nouvelle usine en sera une extension à grande échelle. Et les ambitions sont également assez sérieuses. Le projet prévoit la création de jusqu'à 450 emplois et l'usine produira des munitions et des composants conformes aux normes de l'OTAN. Dans un premier temps, la production sera destinée à l'armée ukrainienne et par la suite, l'entreprise prévoit de s'étendre sur les marchés d'autres pays alliés. L'industrie de défense ukrainienne ne se contente plus de recevoir de l'aide ici, elle s'intègre directement dans le système européen de production d'armes. Les entreprises ukrainiennes construisent des capacités dans les pays de l'OTAN, travaillent selon les normes de l'OTAN, accèdent aux chaînes d'approvisionnement européennes et créent simultanément une production capable d'approvisionner directement l'armée ukrainienne. Et cela ressemble déjà à un tout nouveau modèle de soutien. On ne se contente pas de transférer des armes à l'Ukraine, on construit avec elle des capacités de production qui resteront en Europe et œuvreront pour la sécurité commune. Et pour la Russie, cela signifie une autre chose désagréable. Le complexe de défense ukrainien devient de plus en plus difficile à détruire en un seul coup, car ses capacités de production s'étendent progressivement bien au-delà des frontières de l'Ukraine. Et parallèlement, l'Allemagne renforce le ciel ukrainien. Le gouvernement fédéral allemand a remis aux unités de combat du ministère de l'Intérieur ukrainien des drones intercepteurs, ainsi que des véhicules spéciaux pour leur maintenance. Et cela est particulièrement important dans le contexte des attaques russes massives, car il s'agit de moyens qui peuvent être directement utilisés pour chasser des cibles aériennes. Les unités ukrainiennes ont déjà démontré à la délégation allemande comment ce système fonctionne en pratique. Groupes de tir mobile, opérateurs de drones intercepteurs, postes de commandement, radars, moyens de renseignement électronique et de guerre électronique. En fait, un réseau entier est en train de se former qui devrait rendre le ciel ukrainien une cible beaucoup plus difficile pour les missiles et les drones russes. Et ici, l'Allemagne ne mise pas seulement sur l'équipement. Un axe distinct est la formation des opérateurs de systèmes sans pilote. Les militaires ukrainiens transmettent à leurs partenaires une expérience de combat unique, acquise directement lors de la riposte aux attaques russes. En d'autres termes, les technologies allemandes rencontrent l'expérience ukrainienne et cette combinaison pourrait devenir la base de nouveaux projets communs. À Berlin, on reconnaît ouvertement une défense antiaérienne ukrainienne forte sauve des vies, mais l'aide fournie est insuffisante. C'est pourquoi il est prévu d'élargir la coopération. Il ne s'agit plus seulement de livraisons ponctuelles, mais d'un renforcement à long terme des capacités, allant des drones intercepteurs et des véhicules à la formation des opérateurs et à l'automatisation des systèmes de défense antiaérienne. Et cela dresse un tableau assez révélateur. Le Danemark aide l'Ukraine à construire des usines de défense sur le territoire de l'OTAN. La Lituanie se prépare à lancer la production ukrainienne de munitions. Et l'Allemagne renforce le ciel ukrainien avec des technologies et des équipements. Le soutien européen passe progressivement à un tout autre niveau, passant du transfert d'armes prêtes à l'emploi à la création conjointe de capacités de défense qui œuvreront pour la sécurité de l'Ukraine et de tout le continent. La Maison-Blanche n'est pas toute l'Amérique. Le Congrès commence à faire pression sur Trump au sujet de la Russie, et pour le Kremlin, cela pourrait être une très mauvaise nouvelle. À Washington, la question se fait de plus en plus pressante. Pourquoi exige-t-on de l'Ukraine des concessions au nom de la paix, alors que la Russie continue de percevoir des revenus pétroliers et de l'argent pour financer la guerre? Et ce n'est plus seulement une dispute entre démocrates et républicains. Le Sénat américain a soutenu un vaste projet de loi sur les sanctions contre la Russie et les acheteurs de ses ressources énergétiques par 86 voix contre 11. De plus, ce soutien s'est avéré être bipartisan. Plus tard, les sénateurs Chris Coons et Elizabeth Warren ont exigé de l'administration Trump qu'elle explique pourquoi le renforcement ultérieur des sanctions contre les entreprises et les banques russes, qui aident le Kremlin à contourner les restrictions, a été ralenti. En d'autres termes, le Congrès ne se contente plus de commenter la politique de la Maison-Blanche, il la remet ouvertement en question. Et c'est là qu'apparaît la date clé, le 3 novembre. C'est à ce moment-là que les Américains éliront la nouvelle composition du Congrès. Aujourd'hui, les républicains n'ont qu'une légère avance, donc après les élections, l'équilibre des forces à Washington pourrait changer sérieusement.
Pour l'Ukraine, cela signifie une chose. Il ne faut pas seulement surveiller Trump, car même si la Maison-Blanche cherche à trouver un accord avec Moscou, le Congrès dispose de ses propres leviers, le budget, les sanctions, le contrôle de leur mise en œuvre et la législation. Et si, après novembre, la ligne anti-russe au Congrès se renforce, le Kremlin pourrait soudainement comprendre qu'il ne faudra pas négocier seulement avec Trump, mais avec l'ensemble du système de pouvoir américain. Et ce n'est pas le seul scandale qui pourrait frapper Trump. Aux côtés du président américain est apparue une personne dont l'influence pousse déjà Washington à observer nerveusement ce qui se passe derrière les portes closes. Et pendant que Trump défend son entourage et se bat contre ses critiques, sa cote de popularité chute. Les Américains sont de plus en plus irrités par la situation économique et le président lui-même se retrouve de plus en plus souvent au centre d'histoires étranges et scandaleuses. Que se passe-t-il réellement autour de Trump et pourquoi l'atmosphère devient-elle de plus en plus tendue à la Maison-Blanche? Les détails dans le reportage? Une nouvelle éminence grise est apparue à la Maison-Blanche et cette fois, il a un accès direct à Trump. Natalie Arp, âgée de 35 ans, accompagne constamment le président américain, passe plus de temps avec lui que beaucoup d'autres de ses assistants et ressemble de plus en plus à une personne qui se trouve littéralement à quelques pas du centre du pouvoir américain. Arp ne se contente pas de voyager avec Trump, elle rédige ses discours publics, prépare ses textes et a un accès complet à son compte Truth Social. Et son rôle y est bien plus important qu'un simple travail d'éditeur. Elle peut apporter à Trump un texte déjà prêt ou parfois noter ses paroles et publier elle-même le message au nom du président. En fait, tant que Trump reste le visage de la politique américaine, Arp aide à gérer la façon dont ce visage s'adresse à des millions de personnes. Et l'ampleur de son accès semble être si grande que le numéro de téléphone de Arp, selon une source, pourrait même être plus précieux que celui de Trump lui-même. Car si vous voulez atteindre le président, il est parfois plus simple de trouver d'abord la personne qui est constamment à ses côtés. Et Arp, semble-t-il, est précisément cette personne. Dans l'avion, lors d'événements, dans le processus de travail, elle se retrouve de plus en plus souvent littéralement à l'épicentre de l'entourage présidentiel. Mais le plus piquant dans cette histoire, c'est qu'une telle proximité est loin de plaire à tout le monde. Certains responsables ont déjà critiqué Arp pour avoir montré à Trump des contenus d'extrême droite qui, selon eux, contenaient des informations fausses. Et c'est là que se pose une question embarrassante. Si une personne a un accès direct au président, rédige ses discours et contrôle une part importante de ses messages publics, à quel point peut-elle influencer ce que le chef de l'État américain voit et entend exactement? Les démocrates américains ont déjà transformé cette histoire en sarcasme politique. Le sénateur démocrate Jon Ossoff a déclaré que Trump préférerait voyager avec Nathalie à bord de l'avion présidentiel plutôt que d'accomplir le travail difficile qui accompagne la fonction de commandant en chef. À Washington, cela peut passer pour une simple pique politique, mais la situation en elle-même semble assez révélatrice. La personne qui reste officiellement une assistante s'est en fait retrouvée si proche du président que de véritables controverses politiques commencent déjà à naître autour de son influence. Et Trump, semble-t-il, protège sa protégée comme la prunelle de ses yeux et la défend avec colère. Trump a fait une scène publique à une journaliste de CNN, tout cela à cause d'une question embarrassante sur Natalie Arp. Le président américain ne s'attendait clairement pas à un tel revirement lors de son échange avec la presse. La journaliste a décidé de l'interroger directement sur les propos retentissants du sénateur, et après cela, l'atmosphère a instantanément changé. Trump est passé à l'offensive et a commencé à s'en prendre à la journaliste. Vous vous comportez de manière très irrespectueuse. Fake news. Vous êtes des fake news. Taisez-vous. Vous êtes une fausse journaliste et vous diffusez des fake news. Mais la Maison-Blanche ne s'est pas arrêtée là. Après l'altercation, le compte officiel de l'administration a publié une vidéo du conflit et a attaqué la journaliste en son nom propre, la qualifiant de honteuse et déclarant qu'elle déshonorait sa propre profession. Ainsi, la dispute personnelle du président avec la journaliste s'est très rapidement transformée en une attaque collective de la part de toute l'équipe présidentielle. CNN, de son côté, a pris la défense de la journaliste, la qualifiant comme l'une des journalistes les plus respectées et expérimentées travaillant avec la Maison-Blanche. Et ce n'est loin d'être la première fois que Trump s'engage dans une vive altercation avec des représentants des médias à cause de questions embarrassantes. Fin 2025, il s'autorisait déjà des attaques personnelles virulentes contre la journaliste. L'affaire impliquant Natalie Arp pourrait donc s'avérer bien plus retentissante qu'une simple altercation verbale. Car cette fois, une seule question sur une proche collaboratrice du président a déclenché toute une série d'attaques publiques, allant de Trump lui-même au service de presse officiel de la Maison-Blanche. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? On ne peut que faire des suppositions. Et pendant que le président américain multiplie les altercations publiques et défend son entourage, son soutien s'effrite sérieusement.
Un nouveau sondage Reuters a révélé que seuls 33% des Américains approuvent l'action de Trump, tandis que 64% ne l'approuvent pas. Et ce n'est pas juste un énième chiffre décevant pour la Maison-Blanche. 33%, c'est le taux le plus bas de son second mandat présidentiel. De plus, sa cote de popularité est tombée au niveau du record négatif qu'il avait déjà atteint lors de son premier mandat en décembre 2017. Cette chute de popularité survient dans le contexte de la guerre avec l'Iran, qui pèse de plus en plus lourdement sur les Américains en raison des prix. Carburant plus cher, pression inflationniste accrue, et tout cela ne sont plus des chiffres abstraits à la télévision, mais ce que les gens voient sur leurs propres factures et dans leur portefeuille. Il semble que le président américain se retrouve progressivement dans une situation où les déclarations retentissantes ne suffisent plus à masquer la hausse des prix, et où la confiance politique dépend de plus en plus de la durée pendant laquelle les Américains sont prêts à supporter les conséquences de ces décisions. Il y a également eu quelques situations cocasses récentes qui circulent déjà activement sur le réseau. Cette fois, l'attention a été attirée par des images de Trump qui, lors d'un événement à la Maison-Blanche, semblaient si somnolents que les réseaux sociaux ont immédiatement décidé que le président s'était à nouveau endormi devant les caméras. Sur la vidéo, Trump ferme les yeux, baisse la tête et donne l'impression pendant un moment d'avoir complètement perdu tout intérêt pour ce qui se passe autour de lui. Cependant, les médias américains sont plus prudents. Ils se contentent de dire que le président semblait somnolent. Son équipe avait auparavant nié que Trump s'endorme pendant des événements publics, mais presque parallèlement, une autre scène est apparue, qui ressemble à un mème politique tout près. Trump est allé jouer au golf dans son club du New Jersey, tandis qu'à proximité, selon certaines informations, un système de défense anti-aérienne était en service. Le résultat est une scène amusante, le président avec un club sur le terrain et tout autour, la défense anti-aérienne. En fin de compte, une nervosité de plus en plus palpable entoure le président américain. Ce qui, il y a peu, pouvait être perçu comme des curiosités isolées ou des escarmouches politiques, forme progressivement un contexte beaucoup plus inquiétant. Pour Trump, c'est un moment dangereux où l'attention du public se détourne des déclarations retentissantes pour se porter sur des questions de confiance. La moindre nouvelle erreur pourrait coûter beaucoup plus cher. Et il semble que la principale bataille pour la Maison-Blanche se joue actuellement non seulement sur les décisions politiques, mais aussi sur la nécessité de ne pas perdre le contrôle de sa propre image. La propagande russe a soudainement commencé à démentir ses propres mythes. L'expert militaire Andrei Klintsevich est en fait allé à l'encontre du mantra favori du Kremlin selon lequel la Russie n'aurait soi-disant encore rien commencé. Selon lui, en réalité, Moscou est déjà en train de mener une guerre contre l'Ukraine à la limite de ses capacités. En d'autres termes, alors que Poutine se garde depuis des années une excuse fabuleuse sur d'éventuelles réserves inutilisées, son propre expert militaire admet le contraire. La Russie jette déjà dans la guerre le maximum de ce qu'elle est capable d'utiliser. Et ensuite, Klintsevich fait une prévision encore plus douloureuse pour le Kremlin. L'Ukraine reçoit de nouveaux types d'armements et, selon lui, les frappes sur le territoire russe pourraient bientôt passer à un tout autre niveau avec l'utilisation de missiles balistiques. Et cela sonne particulièrement ironique. Pendant des années, les propagandistes russes ont convaincu leur public que l'Ukraine était prétendument incapable de menacer sérieusement l'arrière russe. Et maintenant, ils commencent eux-mêmes à avertir les Russes. Les nouvelles armes de l'Ukraine pourraient très bientôt atteindre des endroits qui, jusqu'à présent, se sentaient hors de portée. Il semble que la thèse du Kremlin « nous n'avons même pas encore commencé » se transforme progressivement en une phrase tout à fait différente. Nous sommes déjà à la limite et la suite sera encore pire. Et ce qui est caractéristique, c'est que cette fois-ci, ce n'est pas Kiev qui le dit, mais des personnes qui travaillent au sein de l'espace informationnel russe. Pendant ce temps, la Russie ne sait plus comment attirer les gens vers la guerre. Le Kremlin a dissimulé la mobilisation derrière des offres d'emploi civils, et les Russes semblent déjà sentir ce qui se cache derrière cela. Des promesses alléchantes de millions, d'un travail soi-disant tranquille et de garanties de ne pas être envoyés au front. Mais pourquoi alors les hommes cherchent-ils de plus en plus activement des moyens de quitter le pays ? Poutine prépare-t-il une nouvelle vague de recrutement ? Et pourquoi les Russes commencent-ils déjà à fuir à toute vitesse ? Plus de détails à ce sujet ci-après. La Russie dissimule la mobilisation sous couvert d'un travail ordinaire. Les hommes ont commencé à être massivement attirés pour assurer la sécurité des entrepôts de Wildberries et d'Ozone. On leur promet des millions, un travail tranquille, et on leur assure même qu'ils ne seront pas envoyés en Ukraine. Mais il semble que cette offre d'emploi comporte des petites lignes. Plus de 2000 annonces de ce type ont déjà été découvertes sur Avito. Officiellement, il s'agit de gardiens d'entrepôt, mais en réalité, on propose aux candidats de rejoindre ce que l'on appelle des groupes de tir mobiles. Pour un contrat, on promet jusqu'à 3 millions de roubles. Et les recruteurs essaient par tous les moyens de convaincre les Russes qu'il n'y aura aucun voyage sur le front.
Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Dans certaines annonces, les numéros de téléphone sont enregistrés sous des noms comme Olesia SVO ou même Commissariat militaire. Et les formulations elles-mêmes, selon les sources, sont délibérément masquées afin que la plateforme ne bloque pas ses offres d'emploi. En d'autres termes, les Russes publient des annonces proposant de garder un entrepôt, mais derrière un salaire attractif peut se cacher un travail tout à fait différent. Au lieu du mot armée, on utilise sécurité, au lieu de mobilisation,